Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. On peut commencer, oui, j'ai bien. On peut commencer ou pas? Tu vas attendre. Hein? Alors, tu veux faire un appel et dire que ça commence? Ouais, il faut dire que ça commence. Quoi. On va commencer d'ici une minute ou 2 minutes. Ils battent un rappel de façon à ce que tous les gens qui sont encore un peu intéressés par cet échange puissent prendre place et éviter de rentrer alors qu'on ait déjà commencé. C'est bon? On peut commencer. Bon, alors, tout simplement, ça va être un peu un exercice difficile parce que, comme vous le voyez, on a trois panélistes, une traductrice et un invité qui va nous parler en direct d'Israël. Donc, ça va fonctionner un peu de la manière suivante. Euh, Monsieur Novik va nous parler une vingtaine de minutes. Les panélistes qui sont ici vont réagir à ses propos. So I'm just telling you, if you hear me, Mr. Novik, that I just made the introduction now. And after that, you will speak during 20 minutes. And after that, there will be a reaction of the people from the state. OK? Of course. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet échange de vues sur Israël, la guerre et demain, vaste programme. Donc, tout d'abord, à ma gauche, Madame l'ambassadeur d'Israël, Merav Elon Shachar, qui est représentante permanente de l'État d'Israël auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Elle est ici depuis 2020 et va s'en aller dans un mois. You will quit in 1 month, if I understand well. Stéphane Bou, juste à côté de moi, qui est cofondateur et rédacteur en chef de la revue en ligne K, les Juifs, l'Europe et le 21e siècle. Il a également animé l'émission Mémoire vive de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et il est le co-directeur éditorial d'Akedem. Lorsqu'il prendra la parole à un moment ou à un autre, il parlera aussi de cette revue K que certains connaissent, mais que la majorité n'ont pas encore rencontrée. Jaime Bilbao, à mon extrême gauche,
Il est président de l'association Suisse-Israël à Genève. Il a vécu et travaillé en Espagne, au Portugal, au Canada, en Italie, en Autriche et maintenant il est en Suisse. Il est actif dans les secteurs de la banque, des marchés financiers et des opérations médicales et on verra s'il y a véritablement une campagne de boycott avec lui vis-à-vis d'Israël qui se fait ou pas, ou business as usual. Enfin, maintenant en vidéo depuis Israël, Nimrod Novik, donc une brève présentation de Nimrod Novik. Il est membre du Israeli Policy Forum et membre du comité exécutif de Commanders for Israel Security. Il a été conseiller principal de l'ancien Premier ministre israélien Shimon Peres et ambassadeur spécial de l'État d'Israël. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je me dois d'ajouter des précautions oratoires importantes car son analyse pourrait bousculer certaines personnes de cet auditoire. Dans un article récent de The Economist, M. Novik s'est vraiment posé en farouche opposant à la politique de Benjamin Netanyahou. Il descend en flamme la politique de Netanyahou qui, pour lui, a mené au désastre actuel. Netanyahou, je cite, a favorisé le Hamas, a laissé le Qatar le financer à coût de centaines de millions de dollars, voire 30 millions mensuellement. Il lui a lâché la bride, lui a fait une confiance aveugle et l'a favorisé au détriment de l'autorité palestinienne. Certes, corrompu, mais il a cherché à affaiblir l'autorité palestinienne, et ceci afin de ne pas avoir d'interlocuteur dont le processus de paix et favoriser l'installation de colons en Cisjordanie. C'est ceci en préambule de façon à ce que vous puissiez entendre M. Novik. Le comité de Kesher, dont je ne suis que le simple passeur de plat, a choisi de donner la parole à une voix discordante. Ceci afin d'éviter l'entre-soi, puisque tout le monde est sur son réseau social et tout le monde parle de la même chose, avec les mêmes avis, et se comporte sur les mêmes choses et ne s'ouvre pas forcément aux pensées divergentes. Donc, cette séance, c'est un échange de vues dans le sens de trouver une note d'espoir dans ce marasme que nous vivons tous. Monsieur Novik va parler une vingtaine de minutes. Il sera ensuite commenté par les différents acteurs de ce panel. Mr. Novik, the floor is yours. Thank you very much, and thank you for allowing me to speak remotely, and even more so, thank you for allowing me to speak even though je ne parle pas français. Mr. Novik, every 3 minutes, somebody will translate what you say so that everybody could understand what you say, if you don't mind. Of course, but you want me to stop every few sentences? Yes, correct. I'm stopping here. No, you can continue. Okay. So I don't know what our moderator told you about me, but I trust that it is all true. One cannot start speaking today without mentioning the heroic military operation yesterday in Gaza, and salute both the courageous special units of the Yamam and the Shabak and other IDF units that carried out this very complicated, very risky operation, and also salute our leadership that authorized it from the Prime Minister on down. We are all moved by the images of the 4 hostages meeting their families. It is all a mixture of joy as well as some sadness. Joy for those who are here, and sadness for the fact that one of them arrived just hours
after his father passed away. Just a As minute, well, translation, just a quick translation, please. Alors, en ma qualité de keynote, je ne peux que commencer mon discours en saluant l'intervention militaire qui a été coordonnée hier par le Shin Bet, l'armée et Shabak. Et je salue le courage des soldats qui sont intervenus de manière remarquable. Mais je tiens également à saluer le leadership au niveau du gouvernement, mais également tous les échelons en dessous qui ont eu le courage de mener cette intervention. On ne peut qu'être ému et sensibilisé par les images du retour des otages vers leurs familles, des images qui nous remplissent de joie et d'espoir, mais qui en même temps suscitent en nous beaucoup de peine et de tristesse quand on sait qu'un des otages est arrivé trop tard et que son papa est décédé, je crois, le jour même de son arrivée. Thank you. You can continue. yeah, zooming out from this very unique moment of yesterday, I think I should frame the Israeli frame of mind by sharing with you one observation. There is a total disconnect between how the world sees the war in Gaza and how we Israelis see it. I need not tell you how the world sees it because you are the world. So I'll just share what's going on here. In Israel, we are not in the 8th month to the war. Mentally in Israel, we're in the first or second week. Mentally, we are still in the trauma of that moment. And there is a major contribution for that sensation as a result of the fact that the Israeli media self-censors itself, be it for patriotic reasons or for other reasons. We Israelis don't see the images that the world does. And the flip side of it is that we Israelis are exposed almost 24/7 to the tragedy of the time, to the stories of the victims, to the stories about the brutality of the Hamas assault, and to the heroism of the moment, those individuals who needed no order from nobody, but went down south in order to fight and save lives. Thank you. Maintenant, si je fais une abstraction et que je fais un zoom out de cet événement joyeux et d'espoir qu'on a vécu hier, il faut qu'on mette en avant une contradiction. C'est cette contradiction qui existe entre la vision du monde entier, que le monde entier peut avoir du conflit, et la vision que nous, en Israël, on peut avoir du conflit, et notamment de la situation, bien sûr, à Gaza. Vous, ici, dans cette salle, vous êtes le monde entier, donc vous comprenez ce que je dis. Pour vous, nous sommes au 8e mois du conflit. Pour nous, en Israël, nous sommes à J+1 semaine du drame du 7 octobre. Les médias ne sont pas forcément objectifs dans la présentation qu'ils font de ce drame. Il faut que vous ayez conscience qu'on est en boucle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les images épouvantables du 7 octobre, sur également les actes héroïques qui ont été menés individuellement par des Israéliens qui n'ont pas hésité à prendre leur voiture pour se précipiter dans le sud et aider sans aucune instruction, sans aucune coordination, les victimes des kibbutz et du festival Nova. Merci. So if I understand properly, that means that Israeli population doesn't know what is going in the world and don't take care about what is going on, the reaction? Not really. What I meant was that we see it differently, and therefore we do not understand, or I should say most Israelis. I mean, look, I belong to a small crowd that is policy junkie, and we follow the international media just as much as probably most of you.
But that's a very small segment of Israeli society. Overall, Israelis are not exposed to it, and therefore it's not that they do not care what the world thinks. They don't understand why the world behaves the way it does. Philippe demandait donc, est-ce que ça signifie que les Israéliens ne comprennent pas ce que nous on perçoit, ne vivent pas la même situation? Alors Nimrod répond, en réalité, j'appartiens à un groupe très minoritaire en Israël qui se soucie de regarder, de suivre la presse internationale et d'avoir un peu cet avis international. Mais il faut comprendre qu'on est vraiment une minorité et que la majorité des Israéliens restent peut-être focalisés sur le traitement national du conflit, du drame qui a été vécu. Et donc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre, mais c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas cette ouverture-là vers le monde extérieur. Israelis are astonished that we were attacked in the most barbaric way by Hamas. We are fighting a war that we didn't initiate and we didn't want. It's probably the most justified war possible. And yet, we face outrageous and unfounded allegations of genocide. Les Israéliens sont toujours assommés du drame qu'ils ont vécu, de l'attaque barbare qu'ils ont vécue. Finalement, cette guerre qu'on l'on mène n'a jamais est une des guerres les plus justifiées, que l'on peut vraiment le plus argumenter. Et malgré ça, malgré cette attaque brutale, barbare qu'on a subie, eh bien, on nous accuse de manière complètement infondée de mener un génocide. You can continue. It was mentioned that I belong to a group called Commanders for Israel Security, or CIS for short. That's a group of 580 retired IDF generals and their equivalents from the Mossad, the Shin Bet, the National Security Council, and the heads of our diplomatic missions. If you take the 500 members and you multiply by 35 years of experience of each of them, you reach thousands and thousands and thousands of years of national security experience. On their behalf, I can tell you all that our professional judgment is that no army in the world has ever went to the length that the IDF has gone in order to try and keep civilians out of harm's way. Millions of leaflets were thrown from the air, hundreds of thousands of phone calls and text messages calling upon civilians to evacuate areas that are military targets because Hamas established them in residential housing, under schools, under hospitals, in and under mosques, placed its militant fighters, its ammunition depots, its command and control systems, military targets par excellence, in an area that Hamas, in a very vicious strategy, made civilians purposefully as human shields. Il appartient à un groupe de généraux commandants de 500 personnes. Ce sont des anciens hauts gradés du Shin Bet, du Mossad, de Tsahal, des représentants des missions diplomatiques avec tous plus de 30 ans d'expérience. Et je peux vous assurer que toutes nos années d'expérience cumulées, avec tout ce savoir, ce recul que l'on a, je peux vous promettre que l'armée israélienne est arrivée à un degré
et une volonté de protéger les civils dans ce conflit qu'aucune armée auparavant n'avait atteint. On a lancé des millions de tracts, merci, sur Gaza afin de prévenir les civils des attaques imminentes, mais finalement, le Hamas, de manière complètement abjecte, utilise les civils comme un bouclier humain, place ses combattants dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des zones civiles surpeuplées, et voilà, utilisant les Gazaouis comme un bouclier humain. Mr. Novick, you have 10 more minutes. I don't need more. Okay, perfect. The fact that the war is justified and the heroic operation of yesterday do not change the strategic reality whereby Israel at the moment stands at an almost unprecedented crossroads. L'horreur de la guerre, le fait que cette guerre soit complètement justifiée par les attaques du 7 octobre ne change rien au fait qu'Israël aujourd'hui est à un croisement stratégique essentiel, presque épistémologique de son histoire. We're facing two stark options. The first option is a very, very dark alley whereby there is no alternative to continued Israeli occupation of Gaza for years to come. It's going to be a bleeding experience, and its fallout is going to be felt everywhere. If we are in Gaza for long, the West Bank will slide in the same direction. If Gaza and the West Bank are on fire, Arab countries of peace will be forced to distance themselves from us, and with that, a broader international isolation is in the cards. Il y a une première option qui consiste à occuper Gaza de manière indéfinie, qui est une présence israélienne à Gaza continue, qui est une option dramatique qui causera des pertes infinies et qui en plus risquerait de conduire à la même situation en Cisjordanie, c'est-à-dire une présence israélienne qui se renforce. Et si tant Gaza que la Cisjordanie s'enflamment, le risque, c'est que les pays arabes, nos pays voisins, ou même les pays arabes dans au sens géographique plus large avec lesquels Israël est en paix, eh bien, soient obligés de se distancier d'Israël, de s'éloigner d'Israël, et Israël sera encore plus isolé politiquement et internationalement qu'il ne l'est aujourd'hui. The alternative holds the promise, no guarantees, but promise, of turning the trauma and the tragedy of October 7th into an almost unprecedented opportunity. It is all culminated in the so-called Biden initiative that offers Israel 3 wins. L'autre alternative serait finalement, c'est ce qui réside dans le plan Biden et puis qui permettrait d'avoir de l'espoir sur la situation. C'est une promesse, hein, c'est pas une certitude, mais c'est sur quoi on doit essayer de s'orienter. Réside dans ce plan Biden en 3 points. The 3 wins that Biden is offering, or the Biden initiative is offering us, and President Biden was speaking on behalf of 6 Arab countries that endorsed his plan, including Saudi Arabia. The 3 wins are: 1, an exit strategy from Gaza and an alternative mechanism from managing Gaza that deprives Hamas of the ability to make a comeback.
Donc, il y a trois volets à ce plan Biden qui est par ailleurs supporté par 6 pays arabes, dont l'Arabie saoudite. Le premier volet serait donc une sortie organisée de la bande de Gaza avec une alternative, bien sûr, à la présence du Hamas et un effacement du Hamas de la bande de Gaza. The second win that he is offering us, the second accomplishment for Israel in the Biden plan, is offering Palestinians in Gaza, in the West Bank, and elsewhere an alternative to the horrific and vicious, brutal Hamas ideology by promising them a gradual process leading to dignity, prosperity, and statehood. Le deuxième volet de ce plan Biden consiste à petit offrir aux habitants de Gaza, mais également aux habitants de Cisjordanie, une alternative au régime totalitaire du Hamas, mais au contraire un régime qui prend en compte leur dignité et qui leur offre un avenir meilleur. And the third layer of the Biden promise is regional integration in a coalition that will stand up to Iran and its violent ambitions in the region, Iran and its proxies in Hezbollah, in Lebanon, its proxies in Syria and Iraq, its proxies in Yemen, the Houthis, and integration of Israel into a regional coalition, and that includes normalization of relations with Saudi Arabia. Le troisième volet de ce projet propose d'inclure Israël dans une coalition avec les pays arabes, dont l'Arabie saoudite, et cette coalition aurait pour but de se dresser comme un rempart face à l'Iran et ses proxys, donc le Hezbollah au Liban, mais également les Houthis au Yémen, mais également l'Irak et la Syrie. Et c'est là l'objectif de cette coalition. And do you think, Mr. Novick, that this plan will succeed? That's your end words. There are never guarantees for complicated concepts and processes. There are many third parties that can sabotage, just as Hamas October 7th assault was designed, among other things, in order to postpone, prevent normalization between Saudi Arabia and Israel that were proceeding at a very fast speed at the time. So there are no guarantees. But the real question is, should Israel go in the direction where war and casualties and suffering among Israelis and Palestinians and others are sure? Or are we strong enough and self-confident enough to try an alternative course? And that alternative course is to say yes to the Biden initiative. And I want to conclude with just one thing, which is exactly an answer to your question. While all eyes are on the war, and rightfully so, and all eyes are on the victims of the war, and rightfully so, we should all be able to take a step back, look at the broader picture, and ask ourselves, which way do we want our Israel to go? This is no time for Israel's friends to remain silent. This is a time where every friend of Israel should encourage the Israeli public to support and the Israeli leadership to pursue the path that promises a better future, a more stable region, and greater security for Israel. Thank you. Mary will translate, and after that we will discuss between ourselves. And thank you for your insights.
rapidement, donc Philippe demandait si finalement ce plan Biden, cette initiative Biden avait des chances de succès. Et la réponse est la suivante. La question est simple. Est-ce qu'on veut aller dans une direction où on est sûr qu'il y aura des larmes et de la souffrance, des morts des deux côtés, mais aussi du côté israélien, de la détresse, ou est-ce qu'au contraire, on veut être suffisamment optimiste, faire preuve, se diriger vers un chemin d'espoir et tenter d'être courageux et d'aller vers une voie où nous, en tant qu'amis d'Israël, en tant peut-être qu'Israéliens, on veut offrir une nouvelle chance à l'avenir du pays, un avenir finalement entouré d'une coalition solide qui garantira la paix sur le long terme. Et la question que l'on doit tous se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes suffisamment courageux et ambitieux pour s'orienter dans cette voie? Merci Marie pour la traduction. Je vais demander à Madame l'ambassadeur, je vais poser la question en anglais, mais je la pose d'abord en français. J'aimerais bien entendu votre réaction par rapport aux propos de Monsieur Novik. Et puis, je pense que vous avez eu une période très difficile. Défendre Israël aujourd'hui ne doit pas être aisé. Qui sont les pays ou ONG qui vous soutiennent les plus virulentes ou celles qui vous soutiennent? Est-ce qu'il y en a encore? Donnez-nous un peu un éclairage là-dessus. D'autant qu'il ne faut pas oublier que la Norvège, l'Irlande, l'Espagne, la viennent de reconnaître la Palestine. So, Mrs. Ambassador, I think you have a tough work for this. Defending Israel today is not easy. Who are the most virulent countries and NGOs? And who can you still count on? All the more as Norway, Spain, Slovenia, Ireland have just recognized Palestine. Thank you very much. And I would like also to thank Mr. Novik for his words. I appreciate the way he analyzed things, and certainly I echo much of what he said, I have to say. I will start personally saying that yesterday, me and my team, literally, we had eyes, where we've been, although we are here, and we are exposed, of course, to all the images coming from Gaza. So certainly it's not the second or the third week after October 7th for us here, but it's an emotional roller coaster that started on October 7th for me, for my team. And yesterday, for a short time, we were unimaginably happy for this heroic military success. So that was very important also for that. Yes, I will say that. Just a small translation. Sorry, you're right. Alors, je tiens à remercier Monsieur Novik pour sa position, pour ses propos dont je me fais largement l'écho. Je tiens également à préciser que hier, même si nous sommes ici en Suisse, tous nos yeux, mes yeux et puis ceux de mon équipe étaient bien sûr rivés vers Israël et que c'était une joie immense de savoir que ces 4 otages avaient été libérés et pu retrouver leur famille, puisque bien sûr, depuis le 7 octobre, nous vivons un holocauste Emotional. Merci, des montagnes russes émotionnelles, je suis navrée de ma traduction, et que donc ce moment de joie était immense et intense. As somebody who's worked in the multilateral world for many, many years, and I'm a true believer of the multilateral world, it used to be more than today, I have to say.
it is a very cynical world where many times the true interests of countries are not reflected, I have to say. So even before October 7th, representing Israel, I have to say, at the multilateral sphere has been a challenge, one that I took and do proudly, but it's always been a challenge because, as I said, even countries that we have very close connections with among the Arab countries, when they come to the forefront of the United Nations, they're very extreme. Here is where they show their support for the Palestinians. Unfortunately, many times on the ground, the support is not so extensive. Alors, le monde dans lequel j'évolue, le monde des relations bilatérales, est finalement un monde extrêmement cynique. Et même avant le 7 octobre, quand j'ai finalement pris mes fonctions et que j'ai mené avec beaucoup de fierté, je dois dire qu'il y a quand même une différence entre le discours qu'on peut avoir entre nous versus le discours que certains pays peuvent avoir devant les Nations Unies. Devant les Nations Unies, ils vont apporter leur soutien et leur parole vis-à-vis de la cause palestinienne. En revanche, sur le terrain, il n'y a pas forcément quelque chose de concret qui se réalise. What we going You, to you mean, for example, all the Arab country who continue to have relationship with Israel, for Indeed. example? Indeed. That's an example. You were talking about who supports us. I have to say, first of all, there are differences because many of our European colleagues will say publicly, their leaders as well, and the ambassadors here in the United Nations will say that Israel has the right to defend itself. They don't question that. They denounce the hostages. We have differences when it comes to how we translate this ability to defend ourselves. So that's important to say before I go deeper into the different countries. Alors, je dois dire qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs types de pays. De manière générale, les pays européens sont derrière nous. Ils condamnent sans équivoque les actions du Hamas, le fait qu'il y ait des otages, la prise d'otages. Ils reconnaissent fortement notre droit à nous défendre. Le problème se pose quand on en vient à la définition et aux modalités de ce droit de se défendre. And it's not. You mean proportion? I mean, whether we should go, whether we should have entered Rafah or not, for example. This was a major. It's not only proportionality. It's whether we should have entered Rafah or not, which Israel, from a military point of view, thinks was extremely important. The fact that we now control the Philadelphia corridor, that we were able to expose dozens of tunnels between Rafah and Egypt, that we were able to effectively cut, or hopefully to cut the lifeline of weapons to Hamas, Israel thinks it's extremely important. Some of our allies think differently. En fait, ce n'est pas forcément juste au niveau de la proportion, mais c'est également une grande question qui faisait débat, c'était est-ce que oui ou non, on devait rentrer à Rafah. Pour Israël, c'était évident qu'il fallait rentrer, puisque maintenant qu'on domine le couloir de Philadelphie, on a pu ainsi couper l'approvisionnement en munitions, en armes du Hamas, ce qui était un point essentiel. On a pu isoler militairement le Hamas. Et donc, pour Israël, il n'y avait même pas de question. C'était évident qu'il fallait rentrer à Rafah, alors que certains de nos alliés n'étaient pas de cet avis. As I told one of my colleagues last week, Israel, the army, I'm now talking about the military, has remarkable achievements, tactical, remarkable military achievements in a very tough war, which is an urban war. And as to the allegation of genocide, I told them that we're doing a terrible job if this is what we meant to do, looking at all the humanitarian assistance that goes in. Je disais l'autre jour à un de mes collègues que l'armée israélienne fait un job absolument, un travail
si je puis dire, de grande qualité, sachant que finalement, c'est une guerre urbaine hein, qu'on est en train de mener. Et dans ce contexte-là de guerre urbaine, ben, l'armée fait de son mieux pour préserver autant que possible les victimes et les civils. But I will end by talking about the different, I don't want to monopolize this panel, but I will say that a week ago, we had 3 resolutions against Israel in the World Health Organization. In one of them, for the first time, we were able to introduce into an Arab resolution a paragraph that says we call and demand on the release of all hostages, the immediate release of all hostages, and denounces the militarization of hospitals in Gaza by armed groups. You would think that every country would be able to support it. So no, we had Ireland, we had Slovenia, we had Norway, and we had Belgium. Actually, Spain supported it, who couldn't support even such a language. So to tell you that I can actually understand why not, no. By the way, it passed. We managed to put it. The Arab countries were very upset. They were split on the vote on their own resolution, but we managed to get it in. You would think that something as clear and simple as that would get the support even of countries like Norway and Ireland, Slovenia. Merci. L'autre jour, à l'OMS, on a réussi à faire passer donc une résolution essentielle qui prévoyait en fait qu'il fallait interdire de mettre des combattants du Hamas dans des hôpitaux, etc. Et on pourrait penser qu'une résolution aussi évidente allait être acceptée par l'ensemble, en tout cas, des pays européens. Et pourtant, non, ce n'était pas le cas, puisqu'on a la Slovénie, la Norvège et l'Irlande qui s'y sont opposés. La Belgique. Et la Belgique. Merci. Et aussi, merci, pardon. Et aussi appeler, bien sûr, à la libération immédiate des otages. Et pourtant, ça n'a pas fait l'unanimité, même parmi les pays européens. Thank you, Mrs. Ambassador. Nous avons vu donc un point de vue israélien quand même de gauche. On a vu la représentante de l'État d'Israël ici à Genève. Maintenant, j'aimerais peut-être poser la question à Stéphane Bou. Comment d'abord qu'il nous présente sa revue qui pour moi était une nouveauté, qu'il nous dise quelques mots sur cette revue que j'ai pu au fond voir où il y a des signatures intéressantes, il y a des points de vue, je veux dire un peu des pas de côté, etc. Et surtout, OK, on a une vision donc d'Israël, on a une vision de la représentante de l'État d'Israël à Genève. Comment est-ce que vous percevez ces choses? C'est-à-dire, après les avoir entendues, on a un peu l'impression c'est pas si grave. Alors, merci de me donner la parole pour présenter un instant la revue, mais je vais essayer évidemment de la présenter dans le cadre de la discussion telle qu'elle vient d'abord. Oui, je disais donc que je vais présenter en un mot la revue, mais évidemment en la plaçant dans le cadre de la discussion telle qu'elle a déjà lieu. C'est une revue qui existe depuis 3 ans et demi, qui s'appelle Qu'a les Juifs, l'Europe, le XXIe siècle. Et c'est une revue qui avait pour vocation d'être, et d'ailleurs c'est la seule, une revue juive européenne rendant compte de la diaspora juive européenne, mais au niveau vraiment d'Europe, en essayant de franchir les barrières des différentes nations et de faire dialoguer, de faire entendre une voix européenne coincée entre le judaïsme américain très puissant et Israël, et d'organiser à la fois une documentation et des analyses. C'était une revue qui est à la fois académique et journalistique. Alors, cette revue vivait sa vie, et évidemment, les événements qui ont frappé Israël, je dois dire, avant le 7 octobre, l'élection de Benjamin Netanyahou, avec l'arrivée de Smotrich et de Ben Gvir au pouvoir, a été déjà une première secousse. Et ensuite, évidemment, le 7 octobre a
mis la revue dans une obligation permanente de penser quasiment en temps réel, semaine après semaine, à travers des textes d'analyse, de sociologie, de philosophes, et aussi des reportages et des chroniques, ce qui était en train de se jouer pour cet événement qu'on a tout de suite évidemment perçu comme une césure. Je ne sais plus si c'est M. Novik qui avait parlé de rupture épistémologique, mais enfin on pourrait dire une césure historique absolument bouleversante pour le monde juif dans son ensemble, Israël, et en diaspora, et on pourrait dire à l'arrière, puisque nous étions confrontés très, très immédiatement à des secousses qui avaient lieu dans les sociétés, dans nos sociétés. Alors, en Suisse, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en France, évidemment, immédiatement, il y a eu très vite, Israël est passé de victime à fautive. Très vite, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes avec des discours anti-israéliens extrêmement violents. Très vite, il y a eu des actes et des paroles antisémites qui se sont démultipliés. Donc, on a été confronté à une situation qui fait qu'on avait aussi l'impression d'être sur un petit front à l'arrière, à devoir à la fois comprendre ce qui s'était passé, de suivre les événements sur le terrain, et puis de comprendre ce qui s'était passé, encore une fois, dans ce qui est d'ailleurs toujours en train de se passer dans la diaspora. Voilà, c'est-à-dire que ça a des effets pour nous en diaspora, ce qui se passe là-bas. Voilà. Mais la question par rapport à la perception, j'ai utilisé délibérément un euphémisme en disant bah, ça a l'air quand même un peu de fonctionner dans les organisations internationales, il y a ce double discours et on avance, mais vous, vous êtes quand même euh, journaliste à Paris. euh, Comment vous percevez les choses? Est-ce qu'il y a cette bienveillance Bienveillance pour qui? vis-à-vis d'Israël? Il y a, nous, on n'a pas un avis. Moi, je peux pas. Bon, d'abord, on est une revue où il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup de journalistes qui s'expriment. Je parle au nom d'un collectif. Nous, on n'a pas une position, disons, de commentateur qui va donner des, disons, on pourrait dire des opinions. C'est pas ça notre souci. Notre souci, Il c'est y a quand même des points de vue. D'après le peu que bien j'ai sûr, vu, il y a des points de non, vue. non, bien sûr, je vais y venir. Notre souci, c'est d'essayer de comprendre une situation, de diagnostiquer une situation qui nous paraît à bien des égards complexe et extrêmement inextricable. Et donc, il faut la saisir avec des outils qui sont des outils des disciplines qui peuvent, de l'histoire, etc. Bon, alors, je dirais que votre titre, c'est Israël, la guerre est demain. Je dirais que les textes auxquels vous pourriez faire allusion par rapport à votre question, c'est des textes qui à la fois en fait essayent de revenir à une généalogie du conflit israélo-palestinien tel qu'il peut comprendre la forme qu'il prend aujourd'hui. Et puis demain, ça veut dire quoi demain? Demain, c'est demain au sens du plan Biden, au sens des semaines, des mois qui viennent, et où c'est un demain, où c'est un horizon plus lointain. Et nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous a souvent beaucoup intéressé, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il en était du point de vue de l'histoire du sionisme même, c'est-à-dire de ce qui s'était passé dans le sionisme même, et de la manière avec laquelle Israël peut répondre politiquement à la crise à laquelle, enfin à la crise, la catastrophe. Alors, donnez-nous une piste. Comment il peut répondre positivement à la crise actuelle? Bah, là, les avis peuvent diverger, mais bon, il y a eu des certaines oppositions qui ont été données, mais nous, il nous paraît qu'il y a quelque chose qui se joue d'une tension entre un sionisme que je vais appeler un sionisme politique et puis un sionisme de nature religieuse, messianique, qui met la société israélienne dans une... La solution, là, c'est pas une solution, c'est plutôt explosif. plutôt explosif. C'est-à-dire que là, on parle d'union de la société. Enfin, là, il y a l'idée d'une union, mais en vérité, tout peut se fissurer. Donc, toute la question, c'est euh, quel est l'horizon pour que Israël, je pense à certains textes qui ont été donnés à la revue récemment, je pense à un texte de Saul Friedlander, le grand historien de la Shoah, qui a envoyé un texte qui est très inquiet sur cette tension entre ce qu'il appelle un sionisme politique et sur la manière avec laquelle un sionisme religieux messianique a comment dire, selon lui, j'en pense, à contaminer le sionisme politique.
Donc, la question, c'est comment faire qu'Israël soit fidèle à une certaine idée du Et sionisme puis que auquel on les, peut tenir. Alors, au sein de la revue, on et dit que les version. Israéliens restent ensemble. Euh, voilà. Mais, Peut-être, oui, mais bon, il faut voir que le 7 octobre arrive dans une situation enfin, où la société israélienne était clivée, où ça manifestait. Et, il ne Al- faut jamais perdre de vue absolument. cette, Merci. Merci. Peut-être juste avant de repasser la parole à Madame l'ambassadeur sur la demande d'inculpation, parce que je pense que c'est un chapitre important, je vais passer la parole à Jaime euh, pour lui poser la question. Au fond, c'est vrai que là, on a parlé militaire, on a parlé enjeu. J'aimerais qu'on parle avec lui un peu business. C'est-à-dire qu'il est président de l'association Suisse-Israël, section Genève. Euh, Est-ce qu'il remarque qu'il y a de plus en plus de boycotts vis-à-vis des sociétés israéliennes, vis-à-vis des produits israéliens? J'ai vu que vous vous êtes fait taper sur les doigts aussi par le, comment dire, le préposé à la protection des données en Suisse, parce que vous aviez demandé le monitoring de toutes les associations, si je prends des surveillances des institutions helvétiques solidaires des Palestiniens. Euh, donc vous avez été rappelé à l'ordre, puis vous avez dit non, non, pas du tout, non, non, c'est juste un peu de l'information. Mais revenons sur le business. Est-ce que vous sentez vraiment une chute du business? Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est aussi très compliqué ou au contraire, c'est pas compliqué du tout? Bonsoir à tout le monde, merci d'être là aussi. Bien, l'association Suisse-Israël, ça existe en Suisse depuis 60 ans, on va faire 70 ans dans quelques années. Et quand même, on a travaillé beaucoup, même avant le 7 octobre à Genève. Et on regarde au niveau de boycott, que c'est une des questions que vous m'avez posées. Euh, c'est sûr que c'est trop difficile d'entendre une ville comme Genève, qui est une ville internationale, comment est-ce qu'il y a de boycott relativement les artistes israéliens, à la culture, ou même à les produits. Et en ce sens-là, je crois que on doit quand même élever plus haut la voix, parce que c'est pas possible dans les sens. Si on regarde, même dans l'Université de Genève, il y a une association d'étudiants. Et dans la porte de l'association d'étudiants, qui est aussi une porte à l'extérieur, il y a la signe de l'Apartheid Free Zone. Et ça, c'est pas acceptable comme dans une ville comme Genève, non? Et je crois que c'est très important aussi qu'on commence aussi à travailler sur des exemples. Par exemple, Viviane Silver, c'est une dame qui était une activiste pour la paix et qui travaillait même avec les gens qui habitaient en Gaza, qui portent aussi cette figure aussi à la Genève internationale, parce que on doit quand même donner un espoir aussi à la question de la paix. Mais ce n'est pas acceptable qu'on arrive dans ces points-là, même à Genève, dans ce sens. Et on fait des choses, on a écrit beaucoup à l'université, on a eu des réunions aussi avec la rectrice. Et même par exemple, si vous regardez dans la liste, il y a UNIA, qui est un syndicat, si quelqu'un entre en chômage, par exemple, Unia, oui, ouais. UNIA, oui, on se doit inscrire dans un syndicat, non? Et je me pose la question, je ne suis pas israélien, mais imaginez-vous qu'un Israélien s'est inscrit dans ce syndicat et peut-être qu'il est discriminé, ou peut-être, je ne sais pas, dans le sens dur les termes, on peut dire, ouais. Merci. Alors, Madame l'ambassadeur, ma question là, par rapport à la demande de l'inculpation de Netanyahou et Gallant à la CPI, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le procureur est-il allé trop loin? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de complètement, je veux dire, stupide?
You understand my question? I need to translate. Huh? Yeah, ICC. ICC. What do you think of ICC and the proposition of inculpation? Yes, I did understand. So thank you very much. I will say, when I will say that when the Rome Statute was adopted in 1998, and please remember, Israel was very much involved in the negotiations. We had a wish to join, but at some point we saw where it was going, and the courts, the negotiation included also the crime of forced transfer of populations, targeting the settlements. At that time, the head of our delegation, Judge Eli Natan, who was a Holocaust survivor, he expressed, we knew that we will not be able to join and sign the Rome Statute, but he expressed his hope that the court will uphold the mission that it set for itself, to end impunity of worst crimes, of course, and that it will stay away from politicization. And I have to say that it's very disheartening to see that unfortunately it does not fulfill its purpose of ending impunity, and did become more politicized. And I don't say it lightly. The court does not have jurisdiction. Israel did not join. You said stupid. It's unimaginable for me to see, the pictures of Sinwar and Hania together, and Mohammed Def, together with Netanyahu and Gallant, to put side by side the people that were the mastermind of the October 7th attack and the rapes and the killings, to put them together with Netanyahu and Gallant. And it doesn't matter what you or someone else thinks about Netanyahu and Gallant, just to put the two of them one beside the other. But besides the fact that the court has no jurisdiction in Israel, there is also the issue of complementarity. And Israel, while Hamas has no judicial system, Israel does have a robust judicial system, a very independent one. Yes, it's been challenged. We've all seen the demonstrations up to October 7th. There were attempts to change it. But I have to say, they have not been successful. And the courts in Israel are independent, and they have the ability to do the due process, to maintain the rule of law independently. And why do I say also politicization? Perhaps you've read it, perhaps not. The Attorney General of the ICC was due to visit Israel officially the week following his press release and the request to the court to issue the warrant arrest. And his team was supposed to board the plane that very day. And it's not often, when the court requests such warrant arrests, they don't do it publicly. They don't go to the press to do so. So everything that he has done, unfortunately, I have to say, has pointed, in my mind, to unfortunate politicization of the court itself. Thank you. Brièvement, ouais. Si on remonte en 1998, il faut se souvenir qu'Israël a essayé d'être membre de la Cour pénale internationale. À l'époque, c'était Eli Natan qui avait mené les négociations, mais il s'est avéré que on savait que ça n'allait pas aboutir. Mais on avait pour espoir en fait que la Cour pénale internationale s'en tienne à cette mission qu'Israël avait à cœur également, de ne pas rendre impunis les crimes contre l'humanité, le crime de génocide. Il faut savoir qu'Eli Natan était un survivant de l'Holocauste. Et puis malheureusement, au fur et à mesure des années, on ne peut que déplorer, et notamment dans le cas d'Israël, la politisation extrême de la Cour pénale internationale.
Alors, premier point, cette façon de mettre dos à dos le Hamas Sinwar avec Netanyahou et Galante, et ça, peu importe finalement qu'on affectionne ou pas le gouvernement de Netanyahou, je veux dire, il y a d'un côté une démocratie et de l'autre un groupement terroriste. Ensuite, ce qui est important de rappeler, c'est que il n'y a pas de système judiciaire du Hamas, alors que Israël reste malgré tout une démocratie vivante, dynamique, avec un système de contre-pouvoir avec la Cour de suprême, qui est indépendante, hein, qui l'est toujours. Et donc, et ce qu'on doit également mettre en avant, c'est que le jour où il a émis cette demande de mandat d'arrêt, en fait, il l'a fait de manière, à l'occasion d'une conférence de presse, et ce qui est complètement inédit. Ce n'est pas la pratique comme ça de convoquer la presse pour prononcer une demande de mandat d'arrêt, ce qui prouve bien tout l'aspect politique de la Cour pénale et l'agenda politique de la Cour pénale. Merci. Thank you. I just want to add two more facts. One, the Attorney General of the court relied on a panel that he appointed. One, the people, the persona that he appointed already have a firm opinion about Israel. But more than that, they are human rights experts. They are not experts in the laws of armed conflict. And that's important because that's what's at stake. That's one thing that I wanted to add. The other thing is that he requested from the court the arrest warrants. We haven't heard back from the court. We're still waiting, but I must say from our experience in past cases, the court usually grants the request. Un point que je voudrais mettre en avant, c'est que l'équipe qui entoure le procureur, finalement, n'est pas spécialiste du droit de la guerre et donc n'a pas d'expertise dans ce domaine. Donc ça, c'est un point qu'il est important de mentionner. Donc bien sûr, Israël s'est porté en faute cette demande de mandat d'arrêt, mais malheureusement, en principe, la Cour a tendance à suivre les réquisitions de son procureur. Merci, merci. Alors, il nous reste 15 minutes parce que quand même, il faut que vous puissiez poser quelques questions. Et en attendant que vous réfléchissiez à votre question, je pose juste une question à Stéphane Bou parce que je pense que comme il a une expertise dans l'histoire de la Shoah, etc., j'ai envie de dire, tout juif de diaspora aujourd'hui vit des moments difficiles. Ils sont pris à partie. Dernier en date, le boycott des artistes sionistes. Il y a eu à Zurich hier ou avant-hier une échoppe d'une galerie d'art qui a été aussi maculée. Non, les Juifs ne doivent pas participer à l'art. Et puis, quelque chose qui m'a sidéré, qui m'a inquiété pour ma famille, mes enfants, c'est ce sondage sidérant en Belgique. J'en ai parlé tout à l'heure, un Bruxellois sur 4 a de l'empathie pour les Juifs, et c'est un vrai sondage sérieux. 28% pensent que les Juifs ne sont pas des gens comme les autres. 38% pensent que les Juifs sont trop présents dans la finance. Et 39% pensent que les Juifs ont des lobbies très puissants au plus haut niveau de la société. Au vu de la montée de l'antisémitisme, et on peut le voir aussi avec les chiffres suisses, bien entendu en France, ce qui s'est passé avec Glucksmann, ce qui s'est passé avec la présidente de l'Assemblée nationale, au vu de la montée de l'antisémitisme partout dans le monde, est-ce que vous considérez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais atteint une telle haine des Juifs? Alors, effectivement, la situation n'est pas terrible. Depuis le 7 octobre, en effet, en fait, je vais parler depuis la situation en France, hein, où il y a quand même eu des attentats contre des Juifs, il y a eu des enfants qui ont été assassinés, il n'y a pas un lieu juif en France où il n'y a pas des policiers, l'armée qui passe. Donc, ça fait déjà quand même un certain moment qu'en France, la situation est tendue et les Juifs sont inquiets.
Il y a eu une vague d'Alia, d'ailleurs, pendant quelques années, qui s'est multipliée. Bon, alors, ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est quelque chose qui, à la fois, accentue une tendance et lui donne une nouvelle couleur et une nouvelle forme, il me semble. Il y a eu très concrètement donc une surmultiplication des actes et des paroles. Ça a été notifié, ça a été étudié, ça a provoqué la marche contre l'antisémitisme. Et si vous vous souvenez, cette marche contre l'antisémitisme, l'extrême droite s'y est rendue, mais pas le parti de Mélenchon, par exemple. Donc ça a provoqué immédiatement une sorte de scission au sein de la société française, et tous les débats se sont polarisés autour de la question de la Palestine et du droit d'Israël à se défendre et à mener les opérations de défense telles qu'elles les faisaient. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme une crispation au niveau de la manière avec laquelle l'antisémitisme s'est exprimé à la gauche de la gauche. Et je dis ça d'un point de vue qui est plutôt celui de quelqu'un de gauche. Donc, il fallait lutter à l'intérieur de son propre camp pour voir comment lutter, voilà. Mais pour vous, c'est très grave. Je veux dire, Ah c'est oui, pour vraiment. moi, Je veux dire, si on met un très, très, non. curseur historique depuis 45, la guerre fait- du en fait, Liban, où il y a eu aussi une non, poussée en 82. c'est très difficile de parler en termes quantitatifs. Ce qui est intéressant, selon moi, et ce qu'on a essayé de faire dans la revue, c'est d'essayer de voir les nouvelles formes qualitativement, comment ça se modifie, quelles sont les nouvelles modalités. Et évidemment, tout se joue autour de la question de la manière avec laquelle le signifiant sionisme et la question de l'antisionisme est devenue absolument centrale dans les manifestations, dans les discours des politiques, sur les réseaux sociaux, dans les campus, et où effectivement on vous traite de sionistes, parce qu'on ne va pas vous dire sale juif, mais on va vous dire sale sioniste. Et donc, c'est qu'est-ce que aujourd'hui signifie antisionisme et sionisme, et la violence avec laquelle ces mots-là sont prononcés, utilisés, maniés. Et ce qui est, alors là où pour moi, enfin, selon, enfin, je dis pour moi, mais où objectivement, ça atteint vraiment enfin, là, effectivement, un sommet d'inquiétude, c'est que ça a pénétré les discours de certains partis politiques. Voilà. Merci Stéphane, merci. Donc, on va faire un petit tour de questions. On en a pour, voilà, je ne vais pas rendre le micro trop tard. Monica, qui veut poser une question? S'il vous plaît, qu'elle Oui. soit courte, ce n'est Oui. pas un exposé. Alors, une Voilà. question pour ce qui est en Israël. Oui. Je peux le dire en hébreu? Oh, Pour ok. ceux qui ne pigent pas. רציתי לשאול אותך, עכשיו ספרד, כל הארצות אומרים שרוצים שהייתה פלסטיני. הם יכולים לעשות את זה, או ישראל יכול להרוצה אותם? Elle a posé, est-ce que les Palestiniens, au fond, ont une volonté de créer un État? Est-ce que Israël peut s'y opposer? Ou voilà. There will be no state of Palestine, no matter how many countries will recognize it, without Israel's consent. The only way to achieve a Palestinian statehood is in a two-state solution where Israel's security needs are guaranteed, including the demilitarization of the Palestinian state, and Palestinian dignity and prosperity and independence is secured by being recognized as a state. That will only happen when the two sides sits down and negotiate, and that is not likely in the near future, but that is one of the major elements of the Biden initiative that I alluded to earlier. Thank you, Nimrod. On ne peut envisager en fait une création, une reconnaissance de la Palestine sans une démilitarisation du Hamas, et pour assurer finalement la sécurité des frontières israéliennes, et de l'autre côté sans assurer finalement un avenir digne pour les Palestiniens. Et donc on est obligé d'avoir Israël et les représentants d'un futur État palestinien qui s'asseyent à la même table, et on ne peut pas avoir une reconnaissance comme ça qui vient du monde extérieur. C'est un petit peu l'objectif du plan Biden. Alors c'est un objectif, on n'y est pas encore, on est sur À long le long terme. terme, mais c'est ce vers quoi ils essaient de s'orienter. Il y a une question.
Oui. Alors, au début de votre discours, vous avez parlé, vous avez cherché. Tout le monde cherche la cause de cette situation qu'il y a pour les Juifs du monde entier et surtout en Israël. Est-ce que quelqu'un ne pense pas que tous ces problèmes, ça vient de manque d'unité de peuple? Tant qu'on n'est pas unis, il y aura toujours des ennemis. Tant qu'on est toujours contre l'un, contre l'autre, et on a su tout au début de notre histoire, l'histoire juive était toujours comme ça. Tant qu'il n'y a pas l'unité, il n'y aura pas la paix. Merci, madame. Il n'y a pas de rabbin ici, donc je vais je vais prendre la place du rabbin. Ben, on va espérer qu'il y aura une unité, mais là, ce sont que des gens qui observent la situation. Prochaine question. Monsieur là-bas. Oui. Hein? Mais C'est 5. Bonsoir, je suis un de ces juifs désunis dont l'identité juive est un peu orpheline parce que on ne se reconnaît pas tellement dans Israël quand elle parle en notre nom et on ne se reconnaît pas tellement dans les communautés quand elles parlent en notre nom. Mais je vais vous soumettre le paradoxe suivant. Quand je vais à des rencontres, des réunions, des séances d'information de l'officialité juive ou israélienne, je deviens instantanément 1000% pro-palestinien. Mais quand je vais à des réunions de pro-palestiniens, je redeviens instantanément pro-israélien. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus les pro-palestiniens qui me rendent pro-israélien que l'inverse. Est-ce que vous pouvez réagir à ce paradoxe? Je pense que c'est plutôt le rédacteur de la revue qui... Boris, je te connais suffisamment pour susciter le questionnement. Alors, je vais donner la parole à Stéphane, mais qu'est-ce qu'il va te répondre? Je peux C'est répondre. toi qui Écoutez, réagit. ça m'arrive un peu à moi aussi, ce que vous dites. Je dirais les choses un tout petit peu autrement. Je dirais qu'on est confronté à une forme de schizophrénie, très souvent. En tout cas, moi, je parle dans un univers de parisien depuis plusieurs années, où, au fond, c'est difficile de dire toujours ce qu'on pense profondément, la même chose selon les interlocuteurs qu'on a. Voilà, c'est tout le problème. Parfois, on est obligé de défendre un peu plus qu'on ne voudrait ceux avec Et c'est qui devenu de plus en plus difficile. on a envie de défendre, on se sent obligé de défendre un peu plus qu'on ne le voudrait des personnes que, au fond, on condamne, et inversement. Donc, on est pris dans ce clivage bizarre. Ça, je suis d'accord. Pardon? Bravo, merci. Et pour juste dire la question de l'unité, franchement, unité, mais autour de quoi? Hein, Il faut trouver. Moi, je n'ai pas envie de rentrer personnellement dans une unité avec Smotrich et Ben-Gvir. Unité, vous voyez, C'est compliqué. c'est compliqué. Demandez à ceux qui manifestaient avant le 7 octobre de faire l'unité avec ceux qui sont en train de poursuivre les implantations. L'unité, elle ne va pas être facile. Hein. Merci. Une autre question. Oui, une autre question pour M. Novik en particulier. Mr. Novik, that's for you. Son intervention et sa description du plan Biden en 3 points. Ceci me paraît très beau en théorie. Par contre, ce qui me semble extrêmement difficile, ce sont justement les détails. On parle notamment de démilitariser le Hamas, de le supprimer. Comment est-ce possible alors que la majorité de la population de Gaza a voté pour le Hamas? Translate for Mr. Novik. Ah, tu n'étais pas attentive? No, so the question is about the Biden plan and say, okay, in theory, it could be maybe effective, it could be interesting, but in reality, if you can demilitarize Hamas and let's say give a spirit of peace in the process, the reality will be more complex.
And as we say in French, le diable se cache dans les détails. I don't know if you say that in English. Without understanding the last Comment dire? verb, I would just say the following. There's nothing theoretical about the Biden plan. When I said that it is not guaranteed that it will succeed and that the third parties can interfere and so on, that does not suggest that this is a theoretical framework. This is a very serious, with a lot of staff work, gone into the very details. We have 5 Arab countries that are willing to put troops into the Gaza Strip in coordination with Israel and the Palestinian Authority. We're talking about tens of thousands of troops. We're talking about that happening when Hamas has been weakened very substantially. We're talking about a mechanism for deconfliction between the incoming Arab forces and the outgoing Israeli forces. When President Biden presented the principles, that was only after his team and others have completed the staff work on the details. And what it takes is a green light primarily from Jerusalem. And I'm sorry to say that as long as the lunatics are still in the cabinet, that is not an option. And as long as Smotrich and Ben-Gvir and their likes control the freedom of maneuver of the prime minister, we are sliding in the other direction that maybe the gentleman who asked considers less complicated. And that is an open-ended occupation of Gaza. We tried it before. We were for 17, 18 years in Lebanon until a courageous prime minister by the name of Ehud Barak took us out of there overnight. And for a decade and a half, there was quiet on the Israeli-Lebanese border until the October 7th triggered a change, of course, over there. I believe, and so do 580 retired Israeli generals with huge security experience and with unwavering commitment to Israeli security, that pursuing the Biden plan in Gaza first, in Lebanon second, on the West Bank third, and in the region fourth, holds a promise of a very different future. C'est une question. Bon, on prend juste 2 autres questions et puis on arrête. I want just to add a comment. Ouais, alors il faut de la traduction. Très vite. Non, ce plan Biden, ce n'est pas un vœu pieux. Il y a des centaines de personnes habilitées qui ont bossé dessus. L'idée, c'est d'avoir 10 000 soldats de 5 pays arabes différents qui viennent à Gaza, qui prennent le relais de manière pacifique avec les troupes israéliennes, qui s'assurent finalement de démilitariser entièrement le Hamas. Et le problème est le suivant, c'est tant qu'on aura Netanyahou et ses acolytes, Ben-Gvir et Smotrich, au gouvernement, mais on ne s'oriente pas du tout vers cette option-là, mais on va peut-être vers une pente qui est peut-être plus facile et glissante, qui est celle que j'évoquais d'une occupation sans fin de Gaza. Il faut parfois être courageux, comme Barak l'a fait, Ehud Barak l'a fait quand il a quitté le Liban. Et il faut mettre tout en œuvre pour s'orienter vers ce programme Biden qui est très concret. Merci. Bravo, Marie, pour une traduction. Les 2 questions, 2 dernières questions. Oui, monsieur. Oui. J'aurais tendance à être du côté de monsieur Novick parce qu'en suivant la presse internationale et étant très proche de tout ce qui est
journalisme, etc., en regardant ce qui se passe, je pense que la plupart des amis d'Israël, mais qui ne sont pas juifs, ils pensent exactement comme M. Novik. Ceux qui veulent du bien à Israël, ils pensent comme ça. Et alors, c'est quoi la question? Non, c'est mon commentaire, c'est pas une question. Ok, très bien. Très bien. Comment envisager la création d'un État palestinien s'il est en deux territoires physiquement séparés, ne serait-ce que pour la sécurité d'Israël? So, who will answer? So, Mr. Novik, the question is if there is, how could we establish a Palestinian state with two separate territories? Is it possible? Is it a dream or realistic? We've had so many rounds of negotiations over the more difficult issues of refugees and Jerusalem, because the issue of the safe passage that would link the Gaza Strip and the West Bank has been long resolved. We're talking about that, as you know, we're not talking about the 67 borders, but we're talking about the 67 borders as the basis on which to draw the new lines. And those new lines will include swapping territory. The Palestinians will have to give up from the West Bank all the areas that are occupied by the major settlement blocks, and Israel will compensate. Part of the compensation is this so-called safe passage that links the West Bank and Gaza, and it is a multi-purpose passage. It includes a rail, a train rail. It includes a multi-lane highway. It includes telecommunications, natural gas, electricity, water, and so on. There are discussions of whether it will be sunk or elevated, a tunnel or not, but the technicalities and the engineering will be the state of the art of the time when we reach that moment, and we are not there yet at all. The Israeli side is not ready for negotiations. The Palestinian side is not ready for negotiations. And what we need now is to change course. Let's not kid ourselves. We're not going to have a solution, not in 2024, not in 2025, and probably not in 2026. The question is, are we going to continue the slide towards an ever-bleeding one-state reality? Or are we going to start changing direction in the opposite way of starting a careful, secure separation between the two peoples until both leaderships are ready to bite the bullet on the hard questions? Thank you. Alors, la question, ce n'est pas forcément de revenir aux frontières d'avant 67, mais au contraire, il y a des négociations, des compromis qui doivent être faits, un déplacement, une cession de certains territoires palestiniens. Et la grande question, c'est la communication entre Gaza et la Cisjordanie. Mais il y a des choses, des solutions qui ont été envisagées, la mise en place de voies ferrées, la mise en place d'autoroutes, la mise en place de canaux de communication, éventuellement de construction de tunnels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des deux côtés, on n'a pas les interlocuteurs qu'il faut, mais encore une fois, il est temps de changer. Et est-ce qu'on veut s'orienter vers une solution à deux États qui garantit la paix pour tous, ou au contraire rester dans une solution avec un seul État qui conduit au drame que l'on connaît? Si on s'oriente vers cette solution à deux États, ce n'est pas pour tout de suite, certainement même pas avant 2026, mais il faut essayer. Oui, c'est-à-dire, et puis il conclut en disant, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Soit on continue dans quelque chose de sanglant et interminable, soit on choisit cette option d'essayer de faire la paix. Oui, merci. On me dit qu'on n'aime pas mon français, alors je vais parler en anglais et la traductrice va réussir à faire beaucoup mieux que moi. Et c'est pour l'ambassadrice. So for Madame Ambassador,
because I support what has been said by the leader in Israel, because the bleeding is not only in Israel. As a student in the United States of America, I have personally experienced the hostility and the change. We know what's happened in campuses across America. So the problem of potential genocide of Jews is quite real, as it wasn't before. My question is, given this plan laid out by President Biden, which may or may not succeed, the question is, what would it take to persuade the Israeli government to sit down and try to take this alternative, even though it's a situation with no neutral ground and very little trust and very painful history on all sides? Thank you. Thank you. First of all, I'm sorry that you personally experienced on campuses such a persecution feeling. I mean, nobody should have to go through it. So I will say that I do believe that, you know, and I haven't seen polls, but it's a hunch, and I speak with people, the majority of Israelis do not want to occupy Gaza. They don't want that. Yes, you probably have a minority does, but I don't believe that the Israeli public today sees that as an option. We do have, as Mr. Novick said, the Lebanese example where our soldiers were sitting ducks. And the army kept saying for many years, for 19 years, that we need to be there for the security. Ehud Barak came after, when he was in the army, he was against withdrawing our forces. But as a politician, by the way, driven by civil society movement. Let's not forget that. For mothers, they were very, very, they had a lot of impact, and good they did. And they were able to convince him as a politician, really, not as a military leader, to withdraw forces. So I truly believe that the majority of Israelis today do not want to slide into occupying Gaza. What will it take? Look, Israel is a democracy. Israel is a democracy. We go to elections. That's where we elect our government. We might not like everything they say, we might not agree with everything we say, but this is Israel. We are a democracy. And it can only be determined by the Israeli public at the end of the day and at the election poll. That's how I see it. Also by civil society, by, you know, we have, Israelis are not shy. You see us demonstrating on everything, but these days, of course, the most important thing is the release of all hostages that you see demonstration day by day. Also, pressuring the government to do more, to agree to you know, to a deal, to exchange. So there is a lot of pressure coming from the public. But you know, there is no way to force other than election. I will say also on the Biden plan, and you know, that's my own. You know, we all want to see a happy end. I wish it was so simple in our area, parts of the world. It's not. But more than that, you know, I look at the Palestinian leadership, and yes, it's also it's a leadership, even when we talk about the Palestinian Authority, that is not acceptable to many of the Palestinians. Either they want to see someone more extreme like Hamas. Even today, had they had the election in Ramallah, you know, I don't think Fatah would have won. But when I speak with Palestinians here that are friends of mine, they don't respect the leadership today. They don't want Hamas, but there's Biden pushed the Palestinians, this government pushed the Palestinians for changes, but they're only cosmetic changes. It's not real changes even within the Palestinian Authority. What we've talked about for years and years about, you know, I don't want to go back to the Clinton plan, but that's basically what Mr. Novick was referring to, is there's been changes demographically also within the Palestinians. Also within the Palestinians, there have been demographical changes. I don't want to sound pessimistic, you know, you always have to have a hope in the Middle East, and you always have to
strive for a better future for all people. Everybody deserves to live in dignity. Palestinians and Israelis deserve to live in dignity. There's no dispute on that. I just fear that there are so many factors demographically. You tend to look at the demography in Israel and the politics in Israel, but I also look at the demography within the Palestinians and their politics as well. And it's, let's say, as I said, you have to be optimistic, but I have my doubts on real changes there. For me, I can tell you personally, the one thing that really is mind-boggling to me is when I sit here at the United Nations and I listen to the Palestinian ambassador who represents Ramallah, but you would think that he actually represents Hamas. When you listen to him, to what he says, and I'm not talking about today, 8 months into the conflict, I'm talking about a week, 2 weeks into the conflict, you would think that he represents Hamas. And that's very disheartening, I have to say, very disheartening. Il n'y a plus de questions. Tu veux juste traduire la fin et puis après, il n'y a plus de questions et puis on va remercier toute l'Assemblée. Le levier pour faire changer les choses, ça reste malgré tout la démocratie et la tenue de nouvelles élections en Israël. La pression de la société civile aussi est importante et on voit encore une fois que Israël est une démocratie dynamique. Le point peut-être problématique aussi, c'est qu'il y a eu un changement démographique en Palestine et qu'il y a eu des évolutions au niveau finalement de la posture des Palestiniens, de la nouvelle génération, et qu'aujourd'hui, quand on entend le représentant de l'autorité palestinienne aux Nations Unies, ben, finalement, on a l'impression qu'il parle pour le Hamas. Donc, voilà. Mais il faut rester optimiste. Okay, merci à tous. Merci à notre invité je ne sais pas, vous êtes à Tel Aviv. Are you in Tel Aviv or Jerusalem? Where are you? Israel has other towns except Tel Aviv and Jerusalem. I'm in Ra'anana. I'm in Ra'anana. Okay, thank you for your participation. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. Merci, Jacques. Merci, Jaime. Merci à vous tous. Je crois qu'il y a les gens de Kesher qui ont des choses encore à vous dire. Oui, cher public, chers amis, après cette magnifique table ronde, nous aimerions vivement remercier notre ambassadrice Merav Elon-Shahar, à qui nous souhaitons une très belle suite dans sa carrière. Monsieur Chaim Bilbao, merci. Stéphane Bou, merci beaucoup. Et bien évidemment, Philippe Lougassi, notre modérateur qui nous suit depuis de nombreuses années. Je me tourne à présent vers notre extraordinaire Monica Barzilai qui va monter sur scène. Monica, s'il te plaît. Viens ici. Sont les fleurs. Oui. Sont les fleurs, Sonia. Elles sont là. Elles sont là, voilà. Donc, Monica Barzilai, présidente de Kesher, présidente de la Bnei-Brit de Genève, notre chef d'orchestre, et bien sûr, le comité Kesher. J'aimerais bien que vous montiez sur scène. Je ne sais pas où vous êtes, mais si Joël, par exemple, Benaïm, tu peux venir, s'il te plaît? Sans qui cette journée n'aurait pas été ce qu'elle est. Et je voudrais remercier particulièrement, alors je remercie particulièrement, attends, 30 secondes, je dis les noms. Alors, Michel Benveniste. Donc, Joël Benaïm qui a eu sa fleur. Marie Cohen, notre traductrice, que vous pouvez vraiment applaudir. Venez, voilà. Je voudrais aussi applaudir Lika Hadès,
Venez par ici parce que là, on ne vous voit pas. C'est dommage. Vous avez fait un travail sur plusieurs mois. Je voudrais dire que ce comité a travaillé d'une façon fantastique. C'est des bénévoles extraordinaires, très motivés, avec parfois un sens du détail ardu. Et je vous prie, je vous demande de les remercier chaleureusement. Allez-y. Et attendez. Rien ne serait à Kesher sans, évidemment, Sarabella Ben Amram, voilà, que vous connaissez tous. Et Sonia Elkrief. Et je profite d'avoir le micro pour remercier vivement nos généreux sponsors et tous les intervenants qui se sont déplacés, parfois de très loin, qui ont donné leur temps et leurs magnifiques compétences. Merci de tout cœur à tous les rabbins, aux modérateurs qui ont accepté cette tâche délicate. Merci aussi à tous nos bénévoles que je demande de venir devant la scène. Venez devant la scène, les bénévoles. Grâce à qui cette journée fut si réussie. Venez nous rejoindre pour la photo souvenir. Les bénévoles présents. Voilà. Merci d'applaudir. Vous pouvez les applaudir, ils sont bénévoles. magnifiques. Et si cette journée a été si sereine, c'est grâce à notre groupe de sécurité intercommunautaire, le GACI, qui fait un travail magnifique et nous vous demandons d'applaudir vivement. Nous remercions également nos techniciens, en particulier Azalink, qui est ici et qui nous suit et qui fait un travail fantastique aussi depuis plusieurs années. Mais je ne vous oublie pas, cher public. Merci d'être venus si nombreux. Vous faites vivre Kesher. Et si vous aimez Kesher, venez nous rejoindre au comité qui a vraiment besoin de forces nouvelles. Et afin de vous remercier chaleureusement, nous vous convions à notre excellent cocktail organisé par Moïse. Merci.